Bon, je suis contente parce qu'on a une édition spéciale femmes entrepreneurs. C'est un plaisir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de visiteuses, femmes porteuses de projets ou entrepreneurs aujourd'hui au salon. Tout ça, ça va dans le bon sens. Je m'appelle Ève Chegalet et alors je suis là pour présenter les speakers au féminin qui vont prendre la parole maintenant. On est sur un format un peu particulier. Je me doute que vous avez assisté à des conférences, à des tables rondes, à des ateliers aujourd'hui. Là, on demande à 5 femmes entrepreneurs de nous raconter un ou des aspects de leur aventure entrepreneuriale d'une façon presque confidentielle. Vous allez avoir accès à des éléments d'histoire personnelle, entrepreneuriale, qu'on n'entendrait peut-être pas ailleurs. En tout cas, c'est notre intention. On a envie que ça vous inspire, que ça lève des freins, que ça donne des idées et peut-être des pistes très concrètes. Et puis on se rassemblera toutes à la fin pour écouter peut-être vos réactions ou questions ou voilà, partage d'idées. On est là pour ça, c'est un moment d'échange, donc on va bien en profiter. Elles sont forcément un petit peu dans leurs petits souliers. Là, vous savez que prendre la parole devant un amphi, c'est pas forcément un grand confort, mais le challenge est intéressant. Alors, on va commencer avec la fondatrice de Digitali. J'appelle sur scène à me rejoindre, Sandrine Charpentier, sous vos applaudissements. Bienvenue, Sandrine. Alors, vaste tâche de commencer. Voilà, on a une dizaine de minutes pour découvrir votre parcours et Digitali. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui au Salon des entrepreneurs. Je suis vraiment contente d'être là. Pourquoi je suis contente? Parce que ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner envie d'être à ma place demain. Donc, oser avoir des rêves, c'est aussi commencer à les réaliser. Quand j'étais petite fille, mon papa me disait souvent qu'il fallait oser rêver, il ne fallait pas avoir peur de rêver et même de faire les rêves les plus fous. Moi, je n'avais pas forcément de rôle modèle dans ma famille. Je suis issue d'une famille modeste. Donc, voilà, je n'avais pas forcément des femmes entrepreneurs dans lesquelles je pouvais me projeter. Donc, j'ai dû aller chercher d'autres rôles modèles. Et ces rôles modèles, c'était, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, des femmes, des aventurières, comme par exemple Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pour moi, c'était quand j'étais petite fille, c'était incroyable de voir une femme avec une telle vision, avec une telle mission, un gros projet finalement, qui était de mettre les Anglais dehors de notre belle France. Et j'ai eu aussi d'autres femmes, d'autres personnages dans lesquels je me suis projetée. Ça pouvait être Alice au Pays des Merveilles, les Trois drôles de dames, et puis plein d'autres plus sérieuses comme Marie Scondé, Françoise Sagan, et puis plus tard Simone Veil. Et ces femmes, pour moi, c'était des rôles modèles parce qu'elles m'ont donné l'espoir qu'on pouvait entreprendre sa vie. Et voilà, c'était important pour moi de me sentir aussi le droit d'aller porter mes rêves et d'entreprendre ma vie. Indéterminé, c'est ce que je dirais qui me caractérise. Ne pas être déterminé par un système qui définit pour moi mon avenir. Quand j'étais au lycée, je me souviens d'un professeur d'économie qui m'avait surprise en parlant d'immobilité sociale. L'immobilité sociale, c'est une réalité. On sait qu'en France, l'ascenseur social est bloqué. Moi, ça m'a vraiment révoltée. J'ai dit non. Et j'y ai cru, je me suis dit qu'on pouvait changer les choses, que si on avait envie, on pouvait au moins tenter sa chance. J'aime bien cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que dans la vie, il n'y a pas de solution et il y a des forces en marche.
et qu'il faut les trouver et que les solutions suivent. J'en ai fait mon projet en créant Digitali en 2016, une start-up sociale qui a pour but d'accompagner la révolution numérique, puisque la révolution numérique aujourd'hui, on le sait, c'est un vrai tsunami. Et ce tsunami, c'est l'occasion de réinventer les organisations, les usages, la façon dont on travaille, le management. Et je me suis dit que finalement, c'était aussi une belle occasion de pouvoir accélérer la mobilité en entreprise, la diversité à tous les étages, et même dans les étages les plus hauts. J'en suis pas ma première expérience entrepreneuriale. J'ai créé ma première entreprise à 28 ans. C'était une belle aventure qui a duré plus de 10 ans. Plus de 10 ans où j'ai eu de belles expériences, de belles réussites. Et aussi, j'ai fait toutes les erreurs imaginables. J'ai voulu entreprendre seule. J'avais plein d'idées très arrêtées sur tous les sujets que je portais. Et puis, je voulais que tout aille très vite. Donc j'étais très impatiente. Et en fait, cette première aventure entrepreneuriale, c'était un beau galop d'essai, finalement. Et ça m'a appris quatre grandes choses. La première, c'est qu'il vaut mieux fait que parfait. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Qu'on peut vivre avec un sentiment d'illégitimité et puis finalement l'apprivoiser, que finalement on avance quand même. Que trouver son modèle entrepreneurial, ça prend du temps. Ça ne se fait pas forcément tout de suite. On n'arrive pas forcément à identifier son marché parfaitement très vite et que ensemble, on est meilleur. Alors sur le fait quand je dis mieux, vaut mieux fait que parfait, ça c'est une phrase que j'emprunte à Sheryl Sandberg, qui disait Done is better than perfect. C'est écrit en gros chez Facebook. Je veux dire par là que j'ai été aussi une petite fille modèle. Je voulais tout bien faire, etc. Et puis en entreprenant, j'ai appris qu'il fallait apprendre en faisant des erreurs, en testant des choses, en prenant des risques. D'ailleurs, j'aime mieux la formule « take a chance » à l'anglaise, à l'américaine, plutôt que prendre des risques, parce que finalement, essayer, tester, apprendre, c'est aussi saisir des opportunités et puis s'adapter petit à petit à ce qu'attend aussi notre marché, à ce qu'attendent nos clients. Donc tester, itérer, co-construire, finalement, c'est aussi intégrer les différentes parties prenantes de son projet dans ce qu'on va développer et qu'on n'a pas toujours les bonnes solutions dès le départ et puis que voilà, ça avance et puis on fait jusqu'à ce que ça devienne parfait et puis est-ce que c'est vraiment un jour parfait. Ce fort sentiment d'illégitimité qui m'a jamais quitté, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, je pense que ça nous concerne un peu tous et toutes. Finalement, ce sentiment d'illégitimité, de n'être pas forcément à ma place, c'est très lié évidemment à l'empreinte sociale de ma famille, où il fallait être ce à quoi on pouvait prétendre. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne dérangeait que moi, ce sentiment d'illégitimité, que ça passait inaperçu et que quand je faisais les choses, personne autour de moi n'avait l'impression que j'étais illégitime, mis à part moi. Enfin voilà. Donc en fait, petit à petit, je me suis dit finalement, il faut avancer et puis croire en soi. Croire en soi et puis finalement prendre sa place là où on a envie d'aller. Dans le secteur du numérique, le secteur dans lequel j'évolue, il y a très peu de femmes qui entreprennent. Il y a 8 à 10% des femmes qui créent leur start-up. Donc il y a vraiment encore des choses, encore de la place pour tout le monde. Et puis pour que l'innovation soit non genrée, il faut aussi que les femmes puissent innover. Alors, mesdames, si vous avez envie de changer le monde, allez-y. C'est possible, on a tous une vision du monde, de l'innovation, de ce qu'on a envie d'apporter
quand on crée une entreprise, on a forcément une idée d'un problème et de la façon dont on veut le résoudre. Il y a plein de façons de résoudre un problème, mais c'est bien d'oser apporter sa pierre à l'édifice. Sur la partie, sur la notion de temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans un monde qui s'accélère, où il y a une rapidité dans l'innovation, il faut aller vite sur son marché. Et en même temps, moi j'aime bien donner l'exemple de Frédéric Mazzella qui a fondé Blablacar. C'est une de nos pépites françaises aujourd'hui. Il a mis 7 ans avant que son projet devienne un succès. Il a mis 7 ans avant de trouver son marché. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, un projet entrepreneurial, ce n'est pas forcément une solution qu'on trouve tout de suite. On peut avoir une vision. C'est important d'avoir une vision parce que finalement, ce qui compte, c'est la vision qu'on se donne. Et puis, c'est bien d'avoir de l'ambition par rapport à cette vision. Et après, il y a différents chemins pour y arriver. Et ces chemins, parfois, ils sont plein d'obstacles, plein d'embûches, plein de belles surprises, de choses qu'on apprend, encore une fois. Et puis, ça peut prendre du temps. Donc moi, Digitali, c'est mon projet entrepreneurial de vie aujourd'hui. Et depuis longtemps, finalement, parce qu'il est né dans cette classe de lycée où j'ai découvert que finalement, non seulement j'étais une femme, donc déjà socialement on attendait certains comportements et attitudes de ma part, mais en plus, l'immobilité sociale s'ajoutant à ça, finalement mon destin professionnel était pratiquement tout tracé. Donc non. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cherché petit à petit à trouver ces forces pour mon projet, pour faire en sorte que ce projet se mette en marche. Et ces forces, ces fameuses forces en marche dont parlait Saint-Exupéry, j'ai appris aussi à les apprivoiser et à faire en sorte que finalement, en s'entourant et ensemble, on est vraiment meilleur. Et donc j'ai pour ça entrepris différemment. J'ai appris à recevoir aussi la communauté. Et je me suis associée à une femme qui a une grande expérience dans le digital, notamment, et qui fut d'abord ma mentor. Et je dirais juste pour terminer sur ce point-là, que pour s'associer, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui par rapport à l'expérience que j'ai et ce choix que j'ai fait, c'est de me dire que pour moi, il y a vraiment 2 notions essentielles avant de choisir les personnes avec qui qu'on emmène dans un projet pour durer. C'est d'avoir des valeurs communes. C'est vraiment essentiel avant d'entreprendre et de s'entourer, que ce soit avec des associés, mais avec parfois des gens qui nous conseillent et qui nous accompagnent sur nos projets. Et puis d'avoir une vision commune, parce qu'une vision, après on peut avoir des différences de point de vue sur le chemin pour aller vers cette vision, mais la vision, il faut vraiment la partager ensemble. C'est très fort, c'est ce qui fait qu'on réussit aussi, parce qu'on a ce cap, on arrive à emmener aussi ses équipes, et c'est important de partager cette notion de vision. Donc pour conclure, et citer Françoise Héritier, je termine. Je dirais que je ne crois pas qu'il soit facile pour chaque individu, femme ou homme, de se construire soi-même son propre genre. Ça vaut aussi pour l'entrepreneur, femme ou homme. Donc, entrepreneur, à vous d'oser choisir votre genre entrepreneurial. Incroyable, je sais que vous avez pris des notes, de toute façon il y a une captation. Je les ai, sinon on peut les photocopier. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous savez, on est en Facebook Live, donc le monde entier peut profiter de ces interventions. Bravo encore, on se retrouve à la fin pour un échange avec la salle. Parler de son enfance, la jeunesse, d'où on vient, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça qu'on apprend plein de choses. J'accueille sur scène, on change d'univers, Bénédicte Brossolet sous vos applaudissements, la créatrice, co-créatrice de la petite Saline. Le trac est complètement dissipé, on est d'accord. La scène d'accueil à bras ouverts.
Là, on a un joyeux hasard de parcours. On va découvrir Schématique Saline et ton aventure à toi, Bénédicte. À tout de suite. Merci, Léa. Donc, en effet, je suis très impressionnée d'être là. Tout d'abord, parce que c'est la première fois que je me prête à cet exercice, mais aussi parce que je ne me sens pas très légitime, comme en parlait Sandrine, en tant que femme entrepreneur, puisqu'il y a quelques mois encore, j'étais salariée. Depuis toujours, j'ai 47 ans, j'ai toujours été salariée. Et dans mes différents métiers, que ce soit en Martinique, à Paris ou à Nantes, j'avais la chance que ma direction de foire centrale était loin de mon lieu géographiquement. Donc j'étais très très autonome et j'ai toujours rêvé en fait d'avoir ma boîte, mais j'avais deux freins qui m'en empêchaient. La première, c'était d'avoir une idée géniale, ou en tout cas pertinente, et sans ça c'est compliqué. Et la deuxième, c'est comme beaucoup de femmes, je suis maman seule avec deux enfants, et que le confort du salariat pour assumer sa famille est un des freins qui était très important. Un de mes bons amis a une idée géniale, il y a 2 ans, a 2 idées géniales. La première, de créer un jeu qui est un mini marais salon. Et la deuxième idée géniale, c'est de s'entourer de personnes compétentes, enfin pas forcément de moi, compétentes sur ce projet. Lionel Sort, qui est dans la salle, a eu l'idée de s'entourer tout de suite de 2 designers, de ses amis, pour trouver exactement la bonne taille, la bonne hauteur, le bon matériau. Il voulait un produit qui soit écologique, qui soit facile, accessible aux enfants, à un prix et un coût qui soit correct. Et ces 2 garçons et Lionel ont mis à peu près 2 ans à trouver, j'ai apporté, cette petite boîte qui est un petit marais salon, où vous pouvez, donc en récoltant de l'eau de mer, on peut prendre de l'eau de mer partout dans le monde, puisque l'eau de mer n'est pas périssable, donc vous pouvez en faire de l'eau de Martinique, de Bréa, de partout. Et dans la journée, vous obtenez, avec du vent et du soleil, vous obtenez l'équivalent d'une cuillère à café de sel qui est entre la fleur de sel et le gros sel. Une fois que cette année, Lionel est arrivé à ça, il fallait donner une identité graphique et une identité visuelle importante et le lancer. Une directrice artistique a rejoint l'équipe, et puis moi pour le déposer le nom de domaine et puis faire un test. Nous n'avions absolument pas l'intention à ce stade-là de créer une vraie structure et d'avoir une dimension importante. Je travaillais dans l'événementiel et à ce moment-là, donc là on est en avril de cette année, la société pour laquelle je travaillais ferme une antenne et donc je n'ai plus de travail. Évidemment, comme toujours, je vais rechercher un job. Amicalement, comme toute la petite bande, on continue à travailler sur ce projet. Et une personne sur prototype voit le projet et trouve ça juste génial, bien plus que nous qui étions. Elle me dit, moi je vous en prends 100 tout de suite, vous allez cartonner. C'est Stéphane Israël qui travaille à Intersport, qui est le directeur d'Intersport Guérande, qui me dit, mais moi, voilà, je veux vous faire confiance. Très bien, on lance un petit film que vous pouvez voir sur YouTube, qui est sur Mathis Saline, qui dure 40 secondes. On le poste sur les réseaux sociaux et en 4 jours, on a 12 000 vues. On se retrouve dans les années 80, on nous appelle, on nous écrit en disant où est-ce qu'on peut le trouver. Et là, vous pouvez envoyer un chèque, vous nous l'envoyez, on ira à la poste, vous postez un truc, on n'est pas du tout prêt. On a juste un magasin Intersport et 12 000 vues. On fait le tour de la presqu'île de Guérande en une semaine, on a 18 boutiques qui sont intéressées. Delphine se précipite pas du tout, mais notre tête artistique décide de faire un site marchand parce que sinon c'était pas cohérent. Et du 14 juillet au 15 août, on vend 500 boîtes. C'était pas du tout prévu. Et là, on se pose la question, non mais il faut qu'on monte une vraie boîte. Il y avait une petite structure qui était créée, et donc on a monté une structure qui s'appelle Patate et Tarte. On prend donc les 5 tétards avec chacun, les compétences de chacun, et une idée d'avenir. Je décide donc moi de ne pas chercher de travail, de prévenir Pôle emploi, qu'en effet, chose que je n'ai jamais osé faire, je me lance dans une SARL et je passe tout mon temps. On a eu une chance, et ça c'est vraiment important parce que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Quand on a lancé ça, je me suis sentie très très seule parce que chacun a ses compétences. Les designers ont leurs compétences. Lionel était dans la fabrication et la création. Et la directrice artistique aussi. Et moi j'avais tout à lancer et je me sentais toute petite par rapport à la montagne, puisqu'on a eu un retour qui était dingue. Si ça a plu aux enfants, les adultes étaient encore
presque plus intéressés. L'idée d'être à table, d'avoir vu cristalliser son sel de l'île de Bréa, de Corse, de partout. Voilà, on a eu un retour. Puis les écoles nous ont appelés en nous disant, mais nous on travaille sur l'eau et l'écologie, donc ça nous intéresse. Puis le monde du handicap nous a contactés en nous disant, mais pour la partie de psychomotricité et de cognitivité, tout ça nous intéresse. Ah ouais, super, mais je fais comment? Moi, toute seule dans ma maison. Et donc je me suis rapprochée des collectivités de notre territoire, sans savoir comment et quel était réellement le but de chacun. J'entendais parler de la CCI, de Loire-Atlantique Développement, de la région, etc. Et là, on a eu un accueil, et ça vraiment, si quelqu'un veut monter quelque chose, c'est la bienveillance, l'accueil, l'accompagnement que nous avons eu a été incroyable. On a commencé par Cap Atlantique qui nous a conseillé, excusez-moi pour la voix, Cap Atlantique qui nous a conseillé de nous inscrire à un concours qui s'appelle les Audacity Awards, que nous avons gagné le 7 novembre dans la partie attractivité internationale. Et qui, grâce à eux, par exemple, je suis là ce soir, vous donner visibilité. La région nous emmène une semaine sur le salon nautique pour qu'on puisse avancer. Alors aujourd'hui, en effet, j'ai décidé de ne pas chercher de travail, mais les 2 freins que j'avais sont tombés parce que quelqu'un a une idée, m'a fait confiance. On a été incroyablement accompagnés. Mais ce qui est important aussi, c'est que le 2e frein, c'était mes enfants, ma famille. Et que mes enfants me suivent. C'est-à-dire que, sincèrement, ça demande des sacrifices qui sont financiers et qui sont de temps. Et voilà, donc j'ai l'accompagnement de mes enfants, l'accompagnement de la région, quelqu'un qui a une super idée et un autre jeu est en cours dans la tête de Secrète. Voilà. Faufilé dans la salle. La surprise. Voilà. Elle est où la grande fille de Bénédicte? Merci d'être là. C'est chouette de voir sa maman sur scène au tour de parole. Tiens, lève-toi s'il te plaît, qu'on découvre. Voilà. Eh bien, merci. C'est une grande fille, c'est pas ma fille, c'est une super actrice. Bravo. Alors, on a des entrepreneuses qui gagnent des prix, mais en pagaille, encore une gagnante de prix. J'accueille sur scène Sandrine Bender, la fondatrice de Meiko. Vous allez voir que les femmes ont des projets scientifiques. On n'en doutait pas, mais peut-être que certains en doutaient encore. Bienvenue Sandrine, prête à nous raconter ton histoire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sandrine Bender, je suis cofondatrice de Meiko, j'ai 26 ans. À la base, je suis designer spécialisée en santé. Et donc, Meiko, ça a démarré il y a 2 ans, à peu près, un peu plus de 2 ans. Je finissais mes études à Strasbourg, je finissais mon master de design et j'avais envie de me spécialiser dans les objets connectés, particulièrement dans les nouvelles technologies. Donc on sait tous que c'est justement un domaine qui est en pleine expansion. Et donc j'ai atterri à Nantes dans une formation qui visait à faire collaborer ingénieurs et designers autour d'un projet innovant. Moi, ça fait longtemps que je voulais travailler sur la question de la prise de médicaments chez les enfants. Et donc, on a commencé à travailler sur cette problématique, donc avec Alizé Gotardo, la cofondatrice. Et donc, c'était un projet étudiant à la base. Donc, moi, j'ai pas de prédisposition à devenir une entrepreneuse particulièrement. En tout cas, moi, pour reprendre toujours ce que me disaient mes parents, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin, donc de faire des choses utiles pour les gens. Donc juste avec cette idée-là, c'est se dire on va essayer d'aider les enfants à prendre leurs médicaments au quotidien. Donc on fait un dispositif de rappel de traitement adapté aux enfants pour rendre la prise de médicaments plus ludique. Et donc au départ, j'ai toujours une manière, j'aime bien aborder les projets de manière assez scientifique, c'est-à-dire de faire des grands rapports de recherche au départ, beaucoup de recherches bibliographiques, toujours baser les choses sur des études bibliographiques, sur des études terrain, etc. Donc je pense qu'au tout départ, au bout de 2-3 mois, le premier rapport de recherche qu'on a dû faire, il y avait plus d'une centaine de références sur des papiers, des publics scientifiques, etc., qui documentaient la problématique, qui documentaient les manières aussi d'y répondre. Et donc on a commencé à faire ce produit et on a commencé à le confronter parce qu'on s'est dit tiens, il commence à avoir une bonne réception, on est allé voir les CHU, tout le monde trouvait ça très intéressant.
on a commencé à le confronter et on a commencé à sentir qu'il y avait une sorte de un frein, un problème de crédibilité du fait qu'on soit jeune, surtout. Et je pense qu'on soit jeune, étudiante et de femme, c'était très compliqué. Et qu'on arrive et qu'on dise, voilà, on a une problématique scientifique, elle est celle-là, c'est dans le domaine de la médecine, on est ingénieur, on est designer et on va régler ce problème-là. C'était très compliqué d'être crédible. Et c'est là où on a vite... on est assez tenace en général, donc on aime bien convaincre l'auditoire. Donc on a fini par faire des pitchs où il y avait carrément des astérisques sur les chiffres, avec les renvoyés au public pour justifier vraiment ce qu'on disait, pour être sûr d'être crédible. En tout cas, c'était très compliqué. On avait en général devant nous des personnes, un peu j'ai envie de dire le stéréotype, hein, l'homme blanc de 50 ans qui regarde avec un air un peu, oui, bon, je suis pas bien sûr. Voilà. Et donc c'était un peu compliqué, mais c'est là qu'on a commencé aussi à se rendre compte qu'on avait, entre guillemets, une certaine responsabilité aussi par rapport aux autres femmes qui veulent entreprendre, aux autres femmes qui elles-mêmes vont se retrouver devant ces mêmes personnes, et de montrer que nous aussi, on peut faire des projets, scientifiques, et on peut faire des projets techniques aussi. Le deuxième volet, ça a été quand on a fabriqué nos prototypes. Donc on est allé voir des partenaires ensuite pour industrialiser, on a des partenaires financiers, etc. Et on avait toujours la même question, mais qui vous a fait ces prototypes? Alors on disait, on les fait nous en interne. Oui, mais qui les fait en fait? On les fait nous en interne, donc moi et la cofondatrice, donc oui, mais enfin qui? Ça ne s'arrêtait plus, et il y a encore, en gros, je pense que 90% des personnes qu'on rencontrait étaient persuadées que ce n'était pas nous qui avons fait ça, parce que c'est impensable que pour deux femmes à l'époque 24 et 25 ans, sachent faire et de l'électronique, et coder, et se maîtriser de l'impression 3D, et tout ça, c'était un peu particulier. En tout cas, pour ça, justement, on a senti cette responsabilité, donc de toujours montrer qu'on était là, qu'on a fait ces prototypes-là, qu'on faisait les choses techniquement, qu'on faisait scientifiquement, ça tenait la route. Du coup, on est allé chercher des partenaires, donc l'hôpital Necker à Paris, on est allé chercher le CHU et d'autres personnes. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que s'il y a ces freins-là, il y a eu surtout aussi beaucoup de bienveillance et beaucoup d'accompagnement. Il y a des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance très très tôt, sans demander d'échange, entre guillemets, juste sur des intuitions et sur des bonnes volontés. Il y a énormément de structures d'accompagnement, énormément de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps, et Sandrine en fait partie d'ailleurs, par rapport à Family Digital West, qui nous avait récompensé très très tôt dans le projet, et qui nous avait permis d'ailleurs d'avoir une certaine visibilité. Donc moi, si j'ai envie de mettre en avant une qualité, ou d'encourager en tout cas une qualité, ce serait la curiosité. C'est la qualité qu'on rencontre toujours quand on rencontre les entrepreneurs, féminins ou masculins. C'est ce qui fait c'est l'envie toujours d'apprendre, l'envie de toujours relever de nouveaux défis, l'envie d'aller plus loin. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la phrase « Je suis curieux de voir ce que ça va donner, je suis curieux de voir où le projet va aller ». C'est donc cette curiosité qui mène à la prise de risque de l'entrepreneur quand il fait son projet, mais aussi la prise de risque des gens qui accompagnent et qui parient des fois sur des projets. Et c'est surtout, voilà, peu importe finalement son origine, son genre, son âge, montrer aussi que être curieux des gens, se dire voilà, ils sont peut-être capables de choses dont on ne les soupçonne pas, ils sont capables de choses qui vont au-delà de leur soi-disant compétences, leur soi-disant diplôme, et donner la chance, et surtout oser entreprendre, et oser en tant que femme ou jeune femme aller au bout de ses convictions et se dire voilà, moi je sais pourquoi je me lève le matin. Merci. Combien a reçu aujourd'hui même? Aujourd'hui, on a reçu le premier prix du prix coup de pouce de la Fondation Le Rock et Mousquetaires. Voilà. Merci aussi d'être venu témoigner. Alors, il y a des terrains d'activité dans lesquels on retrouve les femmes, mais
c'est pas pour autant qu'on ne veut pas innover et amener de nouvelles façons. Je pense à tout ce qui est l'accompagnement des personnes qui doivent rester à domicile ou qui ont besoin de soins. On va accueillir maintenant quelqu'un qui a inventé quelque chose de différent et d'innovant dans ce champ-là. Je vous demande d'accueillir Laure Brasvik, fondatrice de Bibliothécaire. Autour de votre aventure entrepreneuriale. Bonjour, moi je pense que je vais vous parler de toutes les conneries que j'ai faites et qu'il ne faut pas que vous fassiez. Et j'en ai fait beaucoup pour essayer de partager ça. Je vais avoir 50 ans là, dans pas longtemps, j'ai 5 enfants et je dirige donc une entreprise de service à la personne sur Saint-Nazaire depuis un peu plus de 12 ans. Mon rêve à moi c'était de faire de la politique. Pas de bol, je me suis toujours pris des gamelles parce qu'en fait j'ai jamais voulu faire de compromission, je ne voulais pas aller à la soupe, je voulais être alignée en adéquation entre mes paroles et mes actes et bon, force est de constater que ça n'a jamais marché et encore récemment ça n'a pas marché non plus. Donc, mais je m'en suis jamais fait une raison, peut-être que quand j'aurai 90 ans je serai toujours une militante et cet engagement militant en fait il est vraiment dans mon ADN, c'est mon ADN, c'est à quoi je marche, c'est ce qui me fait me lever le matin tous les jours et depuis que j'ai 15 ans à peu près. Donc à 15 ans moi j'ai commencé à vouloir aider les autres, donc au lieu de faire l'abruti, ce que je faisais également, j'aidais les jeunes trisomiques avec l'association Personnage de l'Innoventura à l'aumônerie de Saint-Cloud, voilà, quand j'avais 15 ans, mais je faisais aussi beaucoup de bêtises. Et puis après, je me suis engagée, j'ai fait beaucoup de militantisme, l'EPS, l'UMJS, l'UNFID, l'AMNEF. Bénévolement, j'ai jamais touché un centime, j'ai pas fait d'abus de bien social, contrairement à certains de mes petits camarades. Et voilà, j'avais besoin de m'engager au service des autres, que ce soit à travers les personnes fragilisées ou dans l'action politique, parce que voilà, moi j'ai espoir qu'on puisse changer le monde. Mais bon, c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, je garde espoir. Et puis bon, après j'ai eu un très grave accident de voiture à 20 ans, quand je revenais du service d'ordre du PS, comme quoi vraiment il n'aimait pas. Qui m'a laissé quand même sur le carreau, j'ai mis 3 mois à reparler normalement, enfin vraiment pas marrant du tout. Ce qui m'a valu de planter aussi une partie de mes études, puisque je voulais faire HEC, SEC et Sup-Deco, et à chaque fois j'ai mis la moitié du concours et pas l'autre, parce qu'avec des migraines atroces, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc depuis ces 18-20 ans, je me suis dit, non mais attends, mais moi je veux être entrepreneur, je vais y arriver. Et puis j'ai attendu 38 ans, où j'ai eu un parcours assez médiocre, on va dire, enfin médiocre pour moi, qui a un niveau d'exigence très important. Je faisais des trucs qui m'embêtaient. J'ai été prof, j'ai été journaliste, j'ai été commerciale, je faisais plein de trucs, mais voilà, il n'y avait pas la petite flamme. Et je me suis dit, bon, c'est bon, t'as 38 balais, t'as déjà fait des 3 mômes, monte ta boîte. Mon mari me dit, oh, au secours, c'est pas vrai, alors tu dis, voilà, réfléchis quand même, fais pas n'importe quoi, regarde les franchises. Bon, alors je dis, ok, d'accord, courageuse, un peu folle d'un gosse, mais quand même les pieds sur terre, il faut faire manger les enfants, on va regarder les franchises. Et là, je tombe sur une franchise de service à la personne, je me dis, ouais, super, voilà, comment être dans l'action au service des autres, avec un modèle économique pérenne, c'est génial, on y va. Bon, il y a eu la loi Borloo, tout ça, les politiques, c'était très compliqué, les services à la personne, mais finalement, au bout de 2 ans d'attente, il faut bouffer pendant 2 ans quand même, on monte la boîte. Et là, j'étais la première entreprise de service à la personne sur Saint-Nazaire. Tout l'affreux, méchant capitaliste qui veut faire du fric sur le dos des vieux. C'est ce qu'on m'a dit. Ça fait un peu bizarre quand même, quand vous avez vendu votre maison, pour monter votre boîte, et qu'on vous dit ça, waouh, faut l'encaisser. Et j'ai dit non, mais moi je suis pure, moi je veux monter une entreprise et je veux que ma boîte elle soit éthique, et je sais que c'est possible, et je veux concilier ça, parce que j'avais mon idéal et ma vision politique. Et puis on a réussi, donc on est 80 salariés, 250 personnes qu'on sert tous les jours, une entreprise dans un modèle économique qui était constitué de beaucoup d'associations où on était, je vous dis, des affreux méchants. Donc ma fierté politique, c'est d'avoir réconcilié l'entreprise avec un milieu social. C'est possible, et puis maintenant, il y en a plein qui le font. Entre-temps, j'ai fait 2 mômes, un burn-out,
évidemment, parce que quand vous avez une entreprise de 80 salariés, que vous êtes enceinte, à chaque fois j'ai eu des césariennes, que vous bossez jusqu'à la veille et que vous reprenez 6 jours après, avec votre couture, machin et tout, le monde sur le bureau, forcément, au bout d'un moment, ça tire un peu sur la personne. Donc j'ai fait un burn-out, youpi. Ce qui est plutôt bien parce que ça m'a permis de me dire, bon, ben voilà, ok, ta vision, c'est quoi, tu veux faire quoi, c'est quoi ton idéal. Je n'ai pas encore complètement trouvé, mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que il faut vraiment faire ce qu'on aime et ce dont on a envie. Et c'est pas des vains mots. Si vous vous levez pas le matin avec la niaque, avec un truc, quoi que ce soit, mais qui vous fait plaisir, n'y allez pas. Et si vous avez envie de faire un truc qui vous fait plaisir et que c'est risqué, c'est pas grave, allez-y. Surtout allez-y, parce que c'est le bonheur quoi, de risquer. Alors là, je refais tapis. Donc, puisque j'ai décidé de quitter ma boîte, pour en monter une nouvelle en fait, là, je suis dans 3 boîtes en ce moment en même temps, c'est un peu compliqué, mais je veux créer en fait une plateforme numérique, peut-être que j'aurai besoin de toi, où je veux en fait simplifier le travail des aides à domicile et simplifier la coordination pour les personnes dépendantes à domicile. Donc créer une plateforme numérique de coordination que j'ai appelée Bibliocare parce que je considère que dans la Bible ou dans le livre, il y a tout et care pour le soin. Donc ça, c'est un nouveau projet, donc c'est évidemment hyper risqué. Pas de bol, je me réattaque encore aux politiques, aux institutionnels. Décidément, je crois que c'est le choc de ma vie pour qu'ils rentrent dans cette aventure, puisque il faut évidemment que les institutionnels nous suivent pour accompagner ce projet, qui est un vrai projet sociétal. Une ambition, voilà, de permettre aux gens d'être maintenus à domicile, de faire de la prévention, maintenir l'autonomie des personnes grâce à un outil numérique où en fait on va être efficient d'un point de vue économique et puis efficient aussi en matière de prévention. Voilà. Juste, je fais dans le cadre de ces rencontres, comme ça, où je vous dis, je fais tapis, je repars à zéro, c'est hyper risqué. Tout le monde me dit, mais attends, mais t'es complètement givré, tu vas bien, ta boîte va bien, ça roule, pourquoi tu t'en vas? Ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle, il faut créer, il faut innover. Moi, là, pour l'instant, j'ai réussi ma première boîte. Mais qu'est-ce qui me dit que j'ai pas eu du bol? Personne. Donc, je veux en créer une autre pour être sûr que je vaux quelque chose. Grande fragilité, évidemment, psychologique, mais c'est pas grave, je suis là pour vous livrer. C'était les anecdotes et les confidences. Elle est complètement givrée, cette fille. Pourquoi est-ce qu'elle avance? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, en fait. Donc, il faut qu'elle soit sûre, quand elle en aura monté 1, 2 ou 3, qu'en fait, elle n'est pas complètement con et qu'elle vaut quelque chose. Moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, je crée aussi ma Silver Communauté. Donc, tous les plus de 45 ans, vous allez pouvoir vous préinscrire, si vous voulez, sur masilvercommunauté.com, où on va essayer d'animer une communauté, un forum d'acteurs du bien vieillir, pour créer ensuite les produits et les services de demain. Donc, soyez sympas, filez-nous un petit coup de main. Allez sur masilvercommunauté.com et puis on va ouvrir normalement en janvier. Mais voilà, c'est aussi un joli projet. Ce que je veux aussi dire, parce que je vais être pas loin des 10 minutes, je vous raconte tout ça pour vous montrer qu'en fait, on fait plein de conneries dans la vie. Et je reprends vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Faire, et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, quand j'ai voulu trop faire parfait, j'ai fait un burn-out. Parce qu'une boîte de 80 salariés, un môme, j'ai fait aussi déménagement de l'entreprise et création de nouveaux bureaux en même temps. Pas possible, quoi. J'ai beau être débordant d'énergie, pas possible, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut pas y arriver. Et à partir de ces erreurs, de ces failles, de ces échecs parfois, parce que c'est quand même pas évident, j'en ai tiré quelque chose que je veux vous livrer, qui est qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Et ça, c'est vraiment hyper important, parce que je vous raconte des petites blagues, etc. Je vais avoir 50 ans, je ne suis pas encore sûre de me connaître, mais en tout cas, je suis sur le chemin, j'y avance doucement. Et ça, c'est vraiment important. Si vous avez la possibilité de faire un travail en développement personnel, quel qu'il soit, à vos mesures. Moi, par exemple, mes enfants, j'ai cru que j'allais me prendre un pain, mais vraiment un pain,
Pour Noël, il y a 2-3 ans, les grands, je leur ai dit, bon, ras-le-bol de la société de consommation, etc., etc. Pour Noël, je vous offre une formation en énéagramme. Ça va être chaud bouillant, là, 18 et 19 ans, ça coûte 300 balles, donc c'est largement le prix d'un cadeau de Noël. Je vous offre une formation en énéagramme pour savoir qui vous êtes vraiment, quels sont vos talents, quelles sont vos fragilités, et qu'est-ce que vous allez vouloir devenir dans la vie. Bon, regardez. On sait que maman est bizarre. Faut voir, parce qu'elle ne dit pas que des conneries, il y a peut-être un intérêt à la chose. Donc je ne me suis pas pris le pain. Et puis finalement, ils ont été super contents, et je pense que c'est le plus beau des cadeaux que je leur ai fait. Moi, si mes parents avaient pu me faire ce cadeau-là, au lieu de me dire ma fille, tu seras prof plus tard, j'aurais aimé. Et donc en fait, je leur ai offert une formation où ils apprennent à se connaître. Énéagramme, c'est génial. Il y a une boîte à Nantes qui fait ça, qui s'appelle Regard Neuf. Allez-y, ils sont sympas. Je n'ai pas d'action, hein, mais c'est... et en fait, on apprend à connaître quel est notre mode de fonctionnement interne, mais également en interaction avec les autres. Et c'est hyper important parce que du coup, moi, mes enfants maintenant, ben, ils savent vers quel domaine d'activité ils ont envie d'aller. Ils savent comment ils ont envie de fonctionner avec les autres. Et les intuitions qu'ils avaient, et ben, en fait, grâce à cette formation, ils ont pu les valider. Et du coup, ils vont avancer vers un métier ou vers une organisation de vie alignée, quoi. Donc ça, c'est vachement chouette. Et finalement, ils sont super contents. Donc faites tout le développement personnel que vous pouvez, parce que ça vous servira pour votre vie professionnelle, pour votre vie perso, et puis pour monter une boîte. C'est vraiment essentiel. Moi, je suis au CJD depuis, je vais en terminer par là, je suis au CJD depuis 6 ans et au réseau Entreprendre, qui sont des très très beaux mouvements d'accompagnement des dirigeants. Et le CJD, c'est ma deuxième famille, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Et au CJD, on expérimente tout. Vraiment, on a le droit de se planter, c'est merveilleux. On expérimente dans nos boîtes aussi. On est bienveillant. On est dans ce qu'on appelle la performance globale, c'est-à-dire performance économique, performance environnementale, bien-être des salariés, etc. Et on se forme en permanence. Et on se forme beaucoup aussi en développement personnel, et on se coach et on s'accompagne les uns les autres. Donc si vous avez envie de monter des boîtes, essayez d'éviter de faire toutes les conneries que j'ai faites, ça sera bien pour vous. Et puis formez-vous, échangez, partagez, faites du développement personnel. Et là, du coup, je pense que voilà, vous aurez toute la possibilité d'être heureux, et c'est ce que je vous souhaite. Un vrai voyage dans les aventures. Alors, on termine, avant de tout nous trouver sur scène, avec Julie Spolmayer, qui a inventé la boxe à planter, déjà célèbre. Voyager dans leur aventure. J'espère bien, oui. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, donc je suis Julie, l'heureuse fondatrice de la boxe à planter. J'ai créé la boxe à planter quand j'avais 23 ans, il y a 2 ans et demi à peu près. Et la boxe à planter, on a pour mission de rendre le jardinage accessible et ludique pour tous, même en ville, par le biais d'une petite box dont je l'ai laissée là, mais imaginez, avec 5 variétés de graines bio à recevoir à chaque saison, des légumes, des fleurs, des aromates et un livret de conseils jardinage pour vous aider à cultiver le tout sur un balcon ou dans un jardin. Mais si je suis ici, c'est pas pour pitcher mon entreprise, et je suis ravie d'ailleurs parce que c'est rare d'avoir 10 minutes pour parler de ce qu'on veut. Et ce qui a été hyper perturbant en fait, parce que je me suis demandé ce que j'allais raconter. Parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais je me suis dit que pendant longtemps, ma grande fierté, ça a été de créer mon entreprise. Et maintenant, ma grande fierté, enfin ce dont je suis encore plus fière, c'est de mon équipe, qui je l'ai toutes là-bas. Parce que elles sont toutes là. Yeah. Et donc, je partais un peu de loin en fait, parce que moi, à l'école, je détestais le travail en équipe.
J'ai essayé de tout faire en fait parce que je trouvais que les autres faisaient mal. Voilà. Ou alors je faisais rien. En tout cas, j'aimais pas ça, quoi. Et puis donc quand j'ai créé la box à planter, entre l'idée de la box à planter et le vrai lancement, en fait, c'est passé 1 mois. J'ai fait ça super vite. Imparfait, mais fait. et en fait, je ne m'étais jamais imaginé qu'on allait être 8, 2 ans et demi après, quoi. J'avais vraiment, je me suis dit, oh, je vais bidouiller mon truc, et puis j'avais même pas pensé qu'on puisse être 2. Donc on a vite été 2, j'ai été rejoint par mon cofondateur, Quentin. Et puis, à un moment, il a fallu recruter rapidement parce que ça commençait à bien marcher. Et donc là, on a aussi fait les plus belles bêtises, en même temps à 23 ans pour recruter des gens, alors que on n'a jamais eu d'expérience professionnelle quasiment. C'est normal de faire des erreurs, mais on a fait des bêtes quand même. On a réussi à recruter quelqu'un en rédaction qui ne savait pas rédiger, par exemple. Et puis surtout, on s'est dit, c'est trop cool et tout, entreprise libérée, tout le monde fait tout, c'est super. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait aucune structure et que, par exemple, pour envoyer les colis tous les jours, c'était un peu comme quand vous êtes en coloc et que vous voyez le tas de vaisselle s'accumuler, et vous attendez que ce soit le maniaque qui s'y colle, quoi. C'était un peu comme ça tous les jours, et ce qui fait que c'était pas très pratique, quoi. Et puis entre deux, il y a 1 an, Quentin est parti faire de nouveaux projets. Là, je me suis retrouvée toute seule en tant que fondatrice. Et puis c'est une super belle transition avec tout ce qu'a dit Laure. Je me suis énormément intéressée au développement personnel. J'ai lu pas mal de bouquins qui m'ont pas mal remué. Et donc j'ai décidé de recruter 2 nouvelles personnes dans l'équipe, Camille et Célia, qui ont, en fait, j'aurais quasi tout délégué, j'ai supprimé, je leur ai donné 70% de mes tâches, ce qui fait que j'avais beaucoup d'espace pour mettre tout ça en œuvre. Et puis, du coup, j'ai mis en place des choses qui ont changé radicalement l'entreprise, et donc je vais vous en confier 3, mais je pourrais parler pendant plusieurs heures si vous voulez. Donc, la première, c'est les TLPI. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Les TLPI, c'est les tâches les plus importantes. Donc chaque début de semaine, on se rassemble tous ensemble, ça prend 30 minutes, 1 heure quand on est bavarde. Et puis, on se dit chacune les 3 tâches les plus importantes qu'on va faire dans la semaine. Ça permet d'éviter de s'éparpiller, de se rendre compte à la fin de la semaine qu'on a fait plein de petits trucs, mais qu'en fait les vrais projets n'ont pas avancé. Et puis ça permet de se rendre compte, nous, des tâches des autres, de pouvoir communiquer tous ensemble. Et puis en même temps, ça permet d'avoir une vraie avancée. On note tout et du coup, je peux savoir quels ont été les gros projets accomplis en mars dernier ou en mai dernier. Donc ça, c'est assez chouette parce que parfois on fait plein de trucs puis on se rend jamais compte on a fait du beau boulot. Et puis une deuxième chose qui est totalement juste géniale, c'est les points mood. Donc les points mood, c'est le mardi matin. Je bois avec des filles. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Je vais pas réussir. Oh bah merci. Waouh, la réaction. Je suis désolée, j'ai la bouche sèche. Donc le point mood, c'est tous les mardis matins, je prends un café avec une des filles dans un café sympa de Nantes. Et bien en fait, on parle de comment ça va dans l'entreprise, comment ça va dans la vie personnelle, comment est-ce que les projets avancent, est-ce que tu es complètement overbooké, est-ce qu'il y a des trucs que je t'ai dit qui vont pas, ou est-ce que, et moi, de quoi je suis fière, c'est ce que tu as fait, etc. Et ça, c'est juste génial, parce que ça permet d'évacuer les tensions, les petites tensions qui s'ajoutent comme ça, et à un moment, on craque parce que l'autre nous dit tu peux me passer l'eau, et non, j'en ai marre, et tu me donnes des ordres. Donc en fait, juste depuis qu'on fait ça, il y a juste il n'y a juste pas de tension en fait entre tous les membres de l'équipe, et ce qui fait que c'est juste un plaisir tous ensemble au quotidien. Et voilà. Et puis une dernière chose, c'est que chacun est responsable de son secteur d'activité, entre guillemets. Par exemple, Camille, qui est responsable de la logistique, c'est elle qui prend les décisions logistiques.
Et ça, c'est génial pour chacun des membres de l'équipe parce que ça les responsabilise, mais aussi c'est super génial pour moi parce que j'ai pas à prendre les décisions sur tout et en plus je suis carrément pas légitime de prendre des décisions logistiques, c'est pas moi qui la gère. Donc ces 3 points, ça a complètement révolutionné la box à planter. Et puis en plus, ça nous a permis aussi de créer des valeurs fortes au sein de l'entreprise que j'aimerais vous partager maintenant. La première valeur, c'est la transparence. Je suis quelqu'un de très transparent de toute façon. Mais le chiffre d'affaires journalier, tout est partagé, même si vous venez faire un stage de 3 jours chez la box à planter, on ne cache rien. Le salaire de tout un chacun, tout est hyper transparent. La seule fois où on fait des messes basses, c'est pour préparer l'anniversaire d'une des filles de l'équipe, parce qu'on n'est que des filles. Mais on va avoir un garçon bientôt, attention. Et puis la deuxième valeur qui est hyper importante pour nous, c'est la bienveillance. On est super bienveillantes les unes avec les autres. On comprend et on accepte l'état de chaque personne à chaque jour. Parce qu'il y a des jours où on est de mauvaise humeur, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où les copains partent à 15h pour aller à la mer et c'est ok. Et en fait, on n'a aucun jugement sur les horaires de travail, on n'a aucun jugement sur les façons d'être de chacun. Et ça, c'est quand j'entends des gens se plaindre de leur travail, on me dit mais la chance qu'on a quoi. Et ça, c'est juste hyper précieux. La troisième valeur, c'est je vais prendre mon petit papier. C'est le stress. C'est la curiosité. On est une bande de curieuses. On adore apprendre et on apprend sur plein de choses. Et en fait, la box à planter, c'est notre terrain de jeu où chacune, on va apprendre de nos métiers. On va aussi apprendre, je partage pas mal de clés de développement personnel parce que je suis à fond. Camille, elle a des enfants, puis on n'en a pas, donc on est super curieux. Enfin, c'est tout un mélange, non, mais c'est trop génial. Donc, là, elle est enceinte, on voit son ventre grandir, c'est génial. J'ai vu. Jour après jour, et puis la dernière des valeurs, c'est le plaisir. On a juste un plaisir énorme à travailler chaque jour et c'est marrant parce que ça reprend un peu ce qu'a dit Laure aussi, mais en fait c'est notre facteur numéro 1 de prise de décision. Quand il y a un truc qui arrive, on ne se dit pas est-ce que ça va foirer ou est-ce que ça va coûter cher ou est-ce que ça va pas être rentable. On se dit est-ce qu'on va prendre du plaisir? Ouais, carrément. Et est-ce qu'on va apprendre? Ouais, bon on y va. donc ça c'est super chouette. Et je vais reprendre ce que Célia m'a dit la semaine dernière. C'est que quand elle arrive au boulot, parfois elle n'a pas de morale et elle est un peu énervée, elle est pas bien. Et puis 1 heure après, elle est super souriante, tout va bien et elle m'a dit en fait, juste, c'est pas possible d'être de mauvaise humeur dans cette entreprise. Donc ça, c'est pas un compliment super. Donc voilà, je voudrais clôturer avec le fait que le travail, on y passe la majeure partie de notre temps si on supprime juste le travail et le moment où on dort, il ne reste pas grand-chose dans la journée. Donc c'est important qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit n'importe quoi. Enfin voilà, c'est de prendre du plaisir et de faire en sorte d'améliorer les process pour faire en sorte que tout le monde vive bien ensemble. Et si vous voulez voir un petit peu les coulisses de la box à planter, on partage pas mal sur Instagram, donc la box à planter, voilà. On met les Insta Stories et les gens nous disent qu'on a l'impression qu'on est tous une joyeuse bande de potes et les gens ont l'impression de nous connaître aussi, c'est super rigolo. Donc du coup, pour vos fêtes de Noël, si vous n'avez pas 300 €, parce que je pense que c'est un très beau cadeau de Noël l'année à gamme que j'aimerais beaucoup avoir. Mais en tout cas, on a créé un code promo de moins 15%. Le code promo c'est bonheur et c'est disponible jusqu'au 10 décembre. Voilà, merci. Alors on la montre, on la voit. Oui. La box. Ah voilà, ça va être difficile.
Je fais l'assistante du magicien, regarde. Donc, des petits sachets de graines. Voilà, donc 5 à chaque fois. Une petite surprise qui est différente à chaque saison. Là, c'est une petite affiche avec des graines à l'intérieur. Donc, soit vous l'affichez, soit vous la plantez, puis il y aura du myosotis qui va sortir. Et puis, le livret avec tous les conseils jardinage écrits dans la bonne humeur par Léa, mis en illustration avec le sourire par Laetitia. Voilà. Bravo. Super box, super aventure. Alors, je propose de découvrir Sandrine, Bénédicte, Laure. On a un petit quart d'heure, je crois, devant nous avant de devoir passer à d'autres activités. Merci déjà pour les témoignages que vous avez livrés. Je suis en train de me dire qu'on va se débrouiller avec les micros. Il y en a 2 qui ont encore. Venez, rapprochez-vous. Et puis j'ai très envie que vous profitiez de l'occasion dans la salle pour réagir, commenter, poser des questions, parler peut-être de vos idées à vous. Voilà, on a des super équipières avec des micros, on peut se déplacer partout. Est-ce que vous avez envie de rebondir, de poser une question? C'est le moment. Alors il faut une première ou un premier. Ah ben voilà, ça y est, c'est parti. Merci. Sinon c'est mon petit moment de solitude, vous savez. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander à la jeune femme qui a présenté Meiko qu'elle nous explique la finalité. Que fait Meiko? Alors, Meiko, c'est un dispositif de rappel de traitement adapté aux enfants asthmatiques. Donc c'est un petit compagnon. Donc c'est dans le cadre d'une maladie chronique. Elle a un traitement de fond de l'asthme, donc à prendre tous les jours, matin et soir. Et en fait, les parents, via l'application, vont rentrer les heures de prise de traitement. Et Meiko va traduire ça en termes d'humeur. En fait, quand Meiko est triste, l'enfant sait qu'il doit prendre son médicament et il va retrouver sa bonne humeur quand le médicament aura été pris. Et les parents sur l'application vont avoir le suivi des prises de médicaments, renseigner s'il y a des complications, vont pouvoir partager des rapports avec le médecin. Donc, tout ça dans le but d'améliorer la prise en charge de l'enfant et surtout de dédramatiser la maladie et faire en sorte d'accepter le traitement qui peut, dans le cadre de la maladie chronique, être assez lourd tous les jours. Merci. Merci d'avoir donné ces compléments. Alors, une question ici. Bonjour. Bonjour. Alors, le titre de la conférence, c'est des femmes qui font bouger les lignes. Et en vous entendant toutes les 5, en gros, si je comprends bien, quand on est une femme et qu'on entreprend, c'est pour avoir du bonheur au travail. C'est là où vous avez amené vos... Question philosophique. Vous avez 4 heures et une copie double. Oui. C'est une réaction, hein, plus qu'une question. Mais vous avez envie que quelqu'un rebondisse dessus. Vous êtes heureuse, vous, dans votre projet? Mince, méthode de coach, hein, qui renvoie les questions. Dans le projet, oui, je suis en mode projet. C'est quoi votre projet? Bah oui, on est entre nous, dites-nous. L'accompagnement d'entreprises en stratégie de communication. D'accord. Pour l'instant, en auto. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le thème d'être heureuse au travail? Est-ce que c'est plus... Ça, on tombe dans les stéréotypes, hein, mais est-ce que c'est plus important pour les femmes? Ou est-ce qu'on sait mieux se le donner après un burn-out? Je pense que chacun a sa réponse, évidemment. Pour ma part, c'est plutôt trouver du sens dans ce que j'ai envie d'apporter en termes de contribution à l'économie, finalement, et puis au monde que j'ai envie de voir demain. Donc voilà, la quête de sens, mais ça n'empêche pas d'être heureuse aussi dans son quotidien. Trouver du sens te rend heureuse. Ouais, ça marche. Oui. Moi, je suis un peu féministe, mais pas... Ouais, plutôt Simone Veil, ou voilà, je ne veux pas faire un combat féministe. Mais voilà, les femmes n'ont pas encore complètement toute leur place équitable dans la société, même s'il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis ces dernières années. Et pour moi, et à titre personnel, mon épanouissement passe par une reconnaissance professionnelle. Et c'est vraiment à titre personnel, c'est-à-dire que je pense qu'une nana qui peut faire que du bénévolat, entre guillemets, sans gagner d'argent et élever ses enfants, si elle est super heureuse, tant mieux pour elle.
Mais moi, en ce qui me concerne, parce que moi, je suis cette fibre politique et sociétale, pour moi, elle est absolument essentielle, et ça passe par le travail. Et ça passe par des femmes dirigeantes d'entreprise. Pourquoi dans le numérique, il n'y a que 10%? Pourquoi, dans les grandes boîtes du CAC 40 et autres, il n'y a que 10% de femmes dans les conseils d'administration? Donc quand ça aura bougé, on pourra se reposer les questions. Mais il faut faire de la discrimination positive encore pendant un petit moment, et je pense que le travail en est un des éléments. Mais que pour moi. Bénédicte, tu veux réagir? Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Laure. Pour répondre à la question, c'était important juste pour moi de dire qu'on n'est pas seul. Quand on pense à l'entrepreneuriat, des femmes, il y a ce côté un peu d'être seule et de crainte. Et j'insiste sur le fait qu'on peut vite ne pas être seul quand on entend que ce soit Julie qui raconte comment elle a pu s'entourer, et tout le monde dans les histoires de chacune, toi vous étiez deux, peu importe les erreurs qu'on a chacune fait, c'est vraiment, on n'est pas si seul que ça. Et c'est ça qui rend heureux, je pense aussi. On pense tous besoin de reconnaissance dans notre vie professionnelle quand on fait quelque chose. Je pense qu'il y a peu de gens qui n'en ont pas besoin. Et le fait de ne pas être seul, c'est ceci qui nous renvoie la sous-moteur, ça stimule en permanence de faire bien ou de ne pas faire bien. On a tous fait ça, mais le fait d'être plusieurs, ça fonctionne toujours. Merci. Une autre question? Allez, on continue. Alors, là-bas, et puis au deuxième rang ensuite. Bonjour. Déjà, merci d'avoir donné la parole à ces femmes. Merci à elles pour ce qu'elles ont partagé. Moi, j'aurais aimé réagir par rapport au titre de la conférence, en fait. Moi, je crois que j'ai pas entendu des anecdotes et des confidences. J'ai entendu leur parcours, leurs valeurs, les combats, les peurs auxquelles elles ont été confrontées. Et je trouve que donner ce titre à cette conférence, c'est un peu minimiser leur discours et ce qu'elles représentent, et je trouve ça un peu dommage. Pour vous, c'était fort, noble et ample et... Oui, c'est que j'imagine le même titre en mettant homme à la place de femme, anecdotes et confidences d'hommes qui font bouger les lignes, on trouverait ça un peu bizarre. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a fait. C'est vrai. Et ouais. Et d'ailleurs, bonne remarque ceci dit, parce que quand on prépare ce format et que je demande à des hommes des anecdotes et des confidences, j'ai un petit temps de traduction de français vers le français. Voilà. Mais là, je trouve qu'on n'a pas entendu justement des anecdotes et des confidences, on a entendu beaucoup plus que ça. Vraiment, mais c'est beau une confidence, hein. Ça peut être fort et noble et puissant, confidence. Allez, copie double, 4 heures, c'est Julie qui s'y colle. Je sais pas si vous m'entendez pas je suis complètement d'accord. En fait, moi, quand j'ai reçu du coup le mail qui m'a invité à cette conférence, j'ai été contente de reparticiper à la Salon des entrepreneurs, mais j'étais aussi un peu agacée parce que quand j'interviens parce que je suis jeune ou j'interviens parce que je suis une femme. Et parfois, en fait, j'ai l'impression que je suis rien d'autre que jeune et une femme. Et blonde? T'as jamais invité d'un côté blonde, non? Je réagirai pas parce que je n'ai pas encore assez pour le faire sagement. Mais en tout cas, c'est un peu agaçant et en plus c'est hyper rigolo parce que le Salon des entrepreneurs a fait une petite vidéo pour présenter le Salon des entrepreneurs et on voit un moment ma tête parce que j'étais sur une table ronde l'année dernière et puis il y a marqué entreprendre au féminin et en fait je suis hyper agacée parce que je pense pas que je suis hyper énervée parce que je sais pas, c'est le débat et peut-être que tu vas pouvoir rebondir Sandrine, mais en fait, je sais pas si c'est aider les femmes de les mettre en valeur de cette façon-là, parce que ça les stigmatise. Et je voulais préparer la conférence dans ce sens-là, puis j'ai pas eu le temps pour que ce soit assez poignant, mais du coup, je suis heureuse de moins avoir pu partager. Je t'entends bien déjà. Sandrine, tu veux réagir? Oui, alors moi, je voulais justement faire un petit clin d'œil à mon associée, qui est une femme qui a été la première femme directrice de la Fédération française de foot dans le sport. Et dans le sport, les femmes qui créent des entreprises, c'est 2%. Donc, et dans les fédérations, dans les instances de gouvernance, elles sont quasi inexistantes. Donc dans le sport, c'est aussi, ça fait partie de la société, on fait tous du sport, vous en faites pour bon nombre, j'imagine, aussi. Et elle a un combat, un sujet qu'elle défend fortement, c'est le fait qu'elle ne veut pas qu'on dise le sport au féminin.
parce que le sport au féminin, c'est finalement une sous-catégorie du sport. Le sport n'a pas de sexe finalement, donc on peut faire les femmes dans le sport, voilà, être une équipe féminine du football, mais là j'ai cet écho-là aussi qui peut se faire, ce parallèle avec l'entrepreneuriat féminin. Finalement, est-ce que l'entrepreneuriat féminin c'est une sous-rubrique de l'entrepreneuriat? Après, c'est vrai que c'est bien que ça existe aussi et qu'on ait finalement des espaces de parole. C'est aussi important aujourd'hui qu'on puisse prendre la parole. De toute façon, rien n'est parfait. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, mieux vaut fait que parfait. Donc, voilà. On a cette occasion de parler aujourd'hui. On espère que demain, évidemment, il y aura l'entrepreneuriat avec des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jeunes, des vieux. On associe à voilà, plus de 65 ans. Et on peut entreprendre à n'importe quel âge, quelle que soit son origine, quel que soit son genre. Merci. Réaction de Bénédicte? J'aime bien ce qui vient de se passer parce que Julie a plus de 20 ans de moins que moi. Ma mère, il a fallu qu'elle demande à son mari pour avoir un chéquier en 73. Aujourd'hui, ce que je trouve incroyable, c'est ta colère. Moi, je suis à mon âge, même que celui de là, c'est génial. Moi, quand je suis stressée, je me dis, c'est super les trucs à dire, n'ayez pas peur avec les enfants, n'ayez pas peur parce que c'est ma génération. Ton évidence à toi, c'est-à-dire que les générations à venir, c'est une évidence sans nom. C'est une évidence sans nom. Nous, on trouve ça super parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et mes enfants, et toi, et ceux d'après, ce sera juste un non-sujet. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin, comme le sport, avec les équipes au Salon des entrepreneurs, on se dit souvent que finalement, on sera arrivé quand ce genre de thématique, la salle sera vide, parce que ça sera... Alors, on fera un flop, ce sera bon signe. Donc, vous allez, au bout d'un moment, vous avez le droit de ne plus venir à ces programmes genrés. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Alors, ici, la jeune fille, là, on ne va pas vous oublier. Hein. Il nous reste une petite dizaine de minutes, je crois. Alors, on écoute votre question. Oui, bonjour. Une question dans le même sens à peu près, mais par rapport au réseau dédié aux entrepreneurs de femmes, est-ce que vous avez utilisé ces réseaux-là pour monter votre projet ou le suivi? Et est-ce que vous avez pu, c'est ce que j'imagine, à un moment donné, sentir que ça vous desservait parce que justement trop identifié comme femme, donc sous-catégorie de l'entrepreneuriat qui serait censé être masculin par défaut? Merci. Laure? Moi, je crois que j'ai dû être aidée au tout départ par un réseau féminin, dont j'ai oublié le nom. Bref, et après, je suis tout de suite allée au réseau Entreprendre, qui est un super réseau d'aide à la création d'entreprises à partir du moment où on a vocation à créer au minimum 3 à 5 emplois. Et ben en fait, c'était vachement bien parce que j'étais pratiquement la seule nana, donc j'étais super chouchoutée. Donc, faut pas hésiter à aller dans des réseaux mixtes. Voilà. Après, je suis allée ça s'appelait Entreprendre au féminin, mais ça n'existe plus maintenant. Qui était plutôt sympa, mais c'était un peu trop féminin pour moi en fait. Donc, et là je suis au CJD, alors le CJD c'est merveilleux, c'est mixte, alors on n'est pas assez de femmes, on doit être 20% de femmes, donc c'est pour ça je pense que, bon pour toi c'est plus un problème, je suis d'accord, mais pour l'ancien monde ça l'est encore un peu. Donc pratiquer la discrimination positive, c'est pas complètement idiot dans un premier temps, et puis effectivement quand il n'y aura plus de débat, ça sera plus la peine d'en parler. Mais il faut se faire aider et il faut aller en fait dans le réseau dans lequel on se sent bien, duquel on partage les valeurs. Vous voyez, le CJD, c'est l'économie au service de l'homme. Ah ben moi, ça me va super bien. Après, il y a des BNI, des ceci, des cela, jeunes chefs d'entreprise, il y en a plein. Il faut aller les voir, il faut boire un coup avec eux, discuter, puis après vous voyez si vous avez le fit ou pas. Choisissez pas en fonction d'homme-femme, choisissez en fonction de est-ce que vous avez le fit. Sandrine? Je rejoins ce qui vient d'être dit. Alors nous, pour notre cas personnel, on a été notamment lauréat d'un concours organisé par Femmes du Digital Ouest, et donc qui est un réseau qui prône la mixité et aussi finalement
promouvoir les métiers du digital auprès des femmes et les encourager à foncer vers ces métiers-là. Ça boucle un peu sur la question qu'il y avait avant. Moi, je me posais souvent la question, est-ce que finalement il faut estampiller quelque chose? Est-ce qu'il faut montrer qu'on défend quelque chose? Ou est-ce qu'il faut montrer au contraire qu'on se fond dans la masse, qu'on est comme les autres, qu'on est un projet, femme, homme, peu importe. Je me suis rendu compte aussi que par contre c'était très compliqué d'identifier des personnes qui avaient cette même interrogation, qui avaient ces mêmes difficultés. C'était très difficile pour moi de me dire, tiens, maintenant je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme en femmes entrepreneurs sur le territoire et à qui je pourrais poser mes questions. Et ces réseaux-là, ça m'a servi quand même énormément à pouvoir identifier des personnes, à pouvoir les rencontrer. On sait que maintenant dans le réseau, nous régulièrement, avec quelques filles, on se retrouve et puis on discute de choses et d'aberrations qu'on entend. Et c'est rassurant. C'est aussi se donner des clés, c'est se rencontrer pour se donner des clés et avancer ensemble. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait ces réseaux. Je ne pense pas qu'il y ait une connotation négative. Et en tout cas, je pense que c'est toujours intéressant de montrer qu'on ne prône pas forcément, on ne passe pas nos journées à communiquer vis-à-vis de choses féministes ou des femmes, etc. Mais par contre, de temps en temps, on communique sur ce sujet-là. Et je pense que c'est important de montrer qu'on y fait attention, que les gens y font attention et qu'on est identifié. Et que demain, s'il y a des jeunes femmes dans la salle, elles se disent peut-être je suis à Nantes, il y a Meiko sur Nantes, et puis j'ai peut-être envie de les rencontrer parce que j'ai peut-être rencontré les mêmes problèmes. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Merci Sandrine. Je pense qu'on peut prendre encore une ou deux questions-réponses. Alors oui, non, là je suis obligée d'aller vers vous quand même au bout de 3 fois. Ou alors, vous avez un micro, mademoiselle, s'il vous plaît, pour la jeune fille en gris ici qui sagement tente sa chance à chaque fois. Ça y est, vous tenez le bon mot, là, ça y est. On vous écoute. Merci. Moi, je voulais vous poser une question, particulièrement à vous. Vous avez parlé des travaux de groupe. Et en fait, je suis en études supérieures, mais depuis le collège, le lycée, j'ai toujours eu des problèmes avec les travaux de groupe, parce que je suis très exigeante avec moi-même et je suis très perfectionniste. Et quelque part, il y a peut-être un peu inconsciemment une partie de moi qui ne veut pas déléguer le travail parce que j'ai peur, j'ai envie que ce soit bien fait. Mais du coup, je passe souvent pour la fille, pour la méchante en fait, pour la fille qui veut tout faire, qui veut rien faire à personne. C'est un complexe de supériorité. On me dit ça, mais pourtant j'ai envie que les autres fassent, j'ai envie de partager mes idées avec les autres, que les autres me donnent leurs idées, sauf qu'ils ne font pas forcément le travail. Et quand je le fais, c'est pas bien, quand je le fais pas, c'est pas bien non plus. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez fait, vous, pour avancer, pour évoluer avec cette problématique. Excellente question. C'est vrai que pendant, je ne sais pas si j'aurais une réponse pendant les études, parce que c'est l'enfer. Parce que tu ne choisis pas forcément avec qui tu es, et puis oui, c'est très angoissant. Donc je te comprends. Je pense que ça se travaille, et ce qui est bien aussi, c'est d'évoluer tout le temps avec les mêmes personnes, parce que tu vas commencer à avoir des repères et mettre des méthodologies en place. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir moi, il y a des livres qui m'ont qui m'ont appris pas mal de choses. Allez, les bouquins ressources, on veut des noms. Alors, L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta, s'il y en a un à lire, mais c'est pas trop sur le travail en groupe, mais en tout cas c'est sur la productivité au travail, l'efficacité, etc. L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta. C'est une Léo Bible. Babauta. Donc ça, c'est Qui vrai. est de quelle nationalité, américain. Hein. D'accord. Oui. Et est-ce que, Laure, tu aurais je t'ai repéré il y a 2 minutes, un bouquin sur le travail en d'équipe. Alors, on a... Eh bien, on vous donne 5 minutes pour réfléchir, on prend une autre question, on revient à vous et vous savez tout. Pour donner pendant que Laure réfléchit à quelques petites choses, faut essayer surtout c'est un travail sur soi plutôt qu'un travail d'équipe qu'il faut faire, sur le lâcher prise, sur le fait que ça va pas forcément être fait comme toi tu l'aurais fait. Parfois j'entends les filles discuter
discuter, et puis il y en a une qui dit à l'autre, bah, tu peux faire comme ça. Et moi, je l'entends, puis je me dis dans ma tête, ah, j'aurais pas du tout fait comme ça. Et je suis hyper fière de le garder pour moi et de me dire, c'est ok, c'est pas parce que c'est pas pareil que c'est moins bien en fait. Et ça, il faut essayer de faire un énorme lâcher prise de ce côté-là, et que tu te dises la prochaine fois, bon bah, je préfère avoir une note moins bonne, mais apprendre sur ça, plutôt que apprendre sur ta matière, je sais pas. Merci beaucoup, Julie. Alors, attendez, un instant. Juste pour vous dire, on va prendre votre idée, une question avec une réponse rapide. Il est 17h15, on doit quitter les lieux bientôt, donc on va gérer tout ça dans un temps réduit. Et je veux quand même dire qu'il ne faut pas oublier de solliciter ses professeurs, parce que le travail en groupe, c'est censé être aussi piloté par le corps enseignant. C'était ma petite touche personnelle. Alors, on prend cette question et puis je prends votre référence. Tout d'abord, merci pour vos interventions, c'était super inspirant. Et ma question, c'était autour de la légitimité aussi. Est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours des problèmes pour vous prendre au sérieux? Parce que je sais que moi, dans mes projets perso... Pour être prise au sérieux? Oui, c'est ça. Comme Sandrine l'évoquait dans le monde... On nous dit toujours, pour que les autres vous prennent au sérieux, il faut déjà se prendre au sérieux soi-même. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu difficile, on se dit je vais pas trop me prendre au sérieux parce qu'après si ça marche pas, voilà, comment vous arrivez à surmonter ce sentiment d'illégitimité en fait? Alors, qui se lance? Allez, Bénédicte, peut-être Sandrine rapidement? Je crois que la moitié de la planète ne se serait pas légitime quand elle commence quoi que ce soit, puisqu'on ne sait pas, on va vers l'aventure, donc on ne peut pas savoir. La légitimité, j'ai beaucoup aimé la phrase de Sandrine qui a commencé, c'est de dire mais personne ne se trouve légitime, mais les autres te trouvent légitime. À partir du moment où tu fais les choses, même avec imperfection, c'est notre propre point de vue à nous, c'est pas celui des autres. Et après, c'est un travail sur soi, les diagrammes, certainement, ça a l'air très bien. Alors, tu vois, moi j'ai toujours l'impression d'avoir 5 ans, petite fille, quadement, elle fait des conneries, etc. Alors qu'en fait, les gens ils me voient, sérieuse, chef d'entreprise, 80 salariés, machin, tout. Rien du tout. Donc, je suis complètement illégitime, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est pas grave. Avance si tu as envie de faire un truc. Bon, tu mets propre sur toi quand même, tu vois, etc. Pour pas te disqualifier pour ça, mais c'est pas important. Si toi, ta vision elle est bonne et que tu as envie d'y aller, tu y vas. Et après, au pire, si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu auras des regrets, mais tu n'auras pas eu des remords. Et ça, c'est le plus important dans la vie. Sandrine? Je pense ça rejoint ce qui a été dit. Ce qui est important, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait et d'être persuadé, d'être sûr qu'on fait ces choses pour les bonnes raisons. Et à partir de là, il y aura toujours des gens pour dire qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas notre place, qu'on n'a rien à faire là. Et il y en aura d'autres pour nous encourager. Et je pense que les choses finalement tendent un peu à s'équilibrer. Mais je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Mais à partir du moment où on fait les choses pour les bonnes raisons, les choses avancent d'elles-mêmes. Merci. Alors, votre référence qui vous est revenue? Alors, il y en a 3. Le premier, je ne me souviens pas des auteurs, ça s'appelle Gamestorming. C'est une manière très ludique, c'est traduit en français, mais le titre c'est Gamestorming. Une manière très ludique de générer des idées et de fonctionner ensemble en général. Un deuxième qui est nantais, qui est le guide de survie aux réunions, qui est super, chez Pearsons. Et je connais un des auteurs, c'est Sacha Lopez, mais il y a 3 auteurs. Et le troisième livre qui m'est revenu, c'est Votre cerveau au bureau. Je n'ai pas lu la traduction française, mais c'est un bouquin génial de David Rock qui fait vraiment intervenir neurosciences et tout ce qui se passe dans une journée professionnelle. En fait, en plus, c'est très bien mis en scène. Voilà, Votre cerveau au bureau, David Rock, Gamestorming et guide de survie aux réunions. Merci. On a fait presque un atelier pratique. Merci de votre participation, de votre venue à toutes les 5. C'était une richesse inouïe. Bonne continuation.